Allez, ça tourne! Bienvenue sur Deep Peak, l'émission courte d'analyse cinéma. Saison automnale à la jonction de l'hiver, le moment parfait pour regarder deux films de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Batman le défi. Stop! Voilà. C'est Henry Selick qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu as raison, petit être imaginaire dans ma tête. Non, 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 me balance pas, s'il te plaît! Eh ben voilà. Instagram vient de supprimer mon compte. J'avais au moins 10 abonnés dessus. L'exemple de Monsieur Jack pose la question de la parentalité d'un film. Bon, déjà, un film, c'est une œuvre collective. Beaucoup de monde bosse dessus. Un ou plusieurs scénaristes, des producteurs, régisseurs qui font le repérage, ensuite sur le tournage, un chef opérateur, des cadreurs caméramans, un ingénieur du son, des décorateurs, accessoiristes, puis le réalisateur, et enfin le monteur. Et chacun apportera sa pierre à l'édifice. T'oublies aussi les musiciens. Très juste. Et les acteurs surtout, qui peuvent radicalement transformer tout le ton du film. On dit souvent qu'un chef-d'œuvre au cinéma, c'est un alignement génial de toutes ces planètes. En France, il y a une politique des auteurs. On attribue souvent l'appartenance d'une œuvre au réalisateur, parce que c'est lui qui dirige ce qui va être la vision et la version finale de ce que verra le spectateur. Et aussi parce qu'il arrive souvent que les réalisateurs soient aussi scénaristes ou alors à l'origine des scénarios de leurs films. Aux US, c'est plus compliqué. On a souvent une vision plus industrielle. Par exemple, même si le générique indique un film 2 associé au nom du réal, les droits du film, pour parler en termes économiques et juridiques, appartiennent au producteur. D'ailleurs, l'Oscar du meilleur film est souvent remis au producteur. Les nombreuses grèves de scénaristes qui ont souvent bloqué la production aux États-Unis ont également été motivées par un manque de reconnaissance, et précisément ce point brûlant de la parentalité de l'œuvre. La question est difficile à régler, et je dirais même que ça dépend. Certains films en mode automatique sont des purs produits industriels, sans personnalité, et d'autres ont la patte de leur réalisateur. Pour ma part, je crois de manière générale que le film en tant qu'œuvre singulière, en tant qu'expérience cinématographique, en tant que ballet rythmique et audiovisuel, reste avant tout la responsabilité d'un réalisateur, qui va donner l'impulsion et la vision. Et le réalisateur n'a pas besoin d'avoir signé ses scénarios. Prenez le cas de Steven Spielberg ou justement de Tim Burton. Tenez, regardons un exemple où la réalisation peut magnifier une situation simple et en un seul plan, résumer toute l'intrigue à venir. C'est sans lien particulier avec notre épisode, ça s'appelle La Route sauvage. C'est un film qui n'est pas très connu, mais qui porte des vraies idées de mise en scène claires et sobres, et qui surtout porte la marque de son auteur Andrew Wright. Ce film s'inscrit dans la lignée de ses films précédents, autour du thème de la fuite et de l'affranchissement. C'est un plan séquence assez simple en apparence, mais d'une précision incroyable. On est d'abord concentré sur le jeune homme qui court, puis les chevaux qui tournent en rond, et en particulier le cheval Pete, héros du film, sur lequel le jeune homme cale son rythme de course. Puis l'entrée, dans le champ, d'un dernier personnage, Dell, qui est joué par Steve Buscemi d'ailleurs. 3 fois, le centre de gravité varie. Quand on décortique un plan, c'est un paramètre important à observer, le centre de gravité. Dans cette séquence, le personnage dans le champ regarde le joueur de poker et ses gains. Donc le premier centre de gravité, c'est cet espace poker. Mais le personnage détourne les yeux vers le hors-champ pour regarder cet autre individu qui vient d'entrer dans le saloon. Par sa présence, ce dernier forme un nouveau pôle gravitationnel. Et à la fin, il va lui-même rejoindre le pôle gravitationnel initial, la table de poker. La Route sauvage raconte le quotidien d'un jeune homme, garçon d'écurie, enfermé dans une routine oppressante. Il finira par fuguer, accompagné du cheval dont il avait la responsabilité, Pete, lui aussi également contraint à la sédentarité, alors que sa nature même est d'être nomade, d'être en liberté. Pour les fans de BoJack Horseman, rappelez-vous cette séquence. On le voit donc contraint à tourner en rond, et la juxtaposition du rythme des deux personnages annonce cette fuite à venir ensemble. Mais avant ça, il faut déjà rencontrer le cheval et son propriétaire. Ce plan résume tout ce déroulement narratif. Ça a l'air simple comme ça, mais j'imagine la difficulté pour que l'acteur arrive près du cheval Pete au moment même où celui-ci apparaît à l'écran et dans le bon tempo, pendant que la caméra, au loin, filme en panoramique également avec le même rythme. Et ce sens de la concentration, de l'efficacité narrative, tout de même assorti à un jeu de rythme, on le doit quand même, avant tout,
à un réalisateur. Bref, le cas épineux de l'étrange Noël de Monsieur Jack ou Nightmare Before Christmas, dans son titre original. Un pur produit burtonien avec des personnages conçus par Tim Burton, une histoire imaginée par Tim Burton et des thématiques chères à Tim Burton. Henry Selick a apporté la fougue, le rythme, une narration enlevée extrêmement efficace, alors que les films de Tim Burton ont parfois quelques creux rythmiques. Prenons par exemple l'une des séquences finales de son premier Batman, dans l'église. C'est très beau, mais regardez la multiplication des plans, le rythme lent, avec un Batman qui boite, qui casse le rythme. Mais au moins, on a le temps d'apprécier les décors. Franchement, j'adore le Batman version Burton et Michael Keaton, mais regardez sa rigidité avec son balai dans le... Chez Henry Selick, les petits détails qu'on devrait prendre le temps d'admirer sont embarqués dans un tourbillon rythmique et parfois cantonnés à l'arrière-plan. Le spectateur doit naviguer entre la compréhension de l'histoire et ses éléments visuels. Chez Tim Burton, on peut parfois faire durer un plan pour laisser un peu plus de temps à la contemplation. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire. C'est admirable dans une industrie où chaque minute projetée coûte de l'argent. Surtout à l'époque, avec le prix de la pellicule. On pourrait aussi rétorquer que l'efficacité d'Henry Selick est due aux contraintes techniques. Avec une animation image par image, il faut parfois aller à l'essentiel. Alors, film d'Henry Selick ou de Tim Burton? À vous de trancher. Mais partons sur la proposition numéro 2 pour entamer la deuxième partie de cet épisode. Je n'en dirai pas plus, et à dans quelques semaines pour la suite de notre diptyque.